Au cours des années mouvementées, un livre de voyage a vu le jour. De toute sa vie, il a arpenté la moitié de la Chine. Bien qu'il ait subi de rudes épreuves, il a écrit, de sa vie, une légende dans l'histoire de la géographie.《徐霞客》留给后人的这60多万字的游记当中啊，有一则看完之后真的是让人感觉到非常的震惊。这准确的说呢，应该是1638年4月21号的这篇记述。这篇记述可以说呢是记录了一次罕见的灾害。原文是这样说的：土人言30年前，其上皆大木巨竹。中间呢，我们省去一段文字，只能说后来说后有牧羊者，一雷而振臂羊5、6百，及牧者数人，连日夜火，大树身黄，辽无结遗，而潭亦成路。这样一些文字，它描述的是一个什么样的事件呢？Nous évoquons une scène terrible à cette époque-là, 30 ans auparavant. La foudre est tombée du ciel et a tué quelques bergers et 500 ou 600 chèvres. La forêt vierge s'est enflammée. Les arbres et les bambous ont tous été détruits par le feu. Et les mares qui ont disparu se sont transformées en terre ferme. C'est vraiment une catastrophe tombée du ciel. Cette catastrophe s'est passée à Tranchong, dans l'actuelle province du Yunnan. Tranchong était un bourg important sur l'ancienne route de la soie du sud-ouest. Alors pourquoi la foudre a-t-elle pu tuer des chèvres ici? En 1639, Susiakreu avait alors, âgé de 52 ans, a terminé son exploration du lac Erhai au mont Tsangshan de la préfecture de Dali. Après avoir passé par Yongping et Yongchang et traversé les fleuves Lansangjiang et Nujiang, il est parti pour le grand bourg de Changchong dans le Yunnan de l'Ouest. Susiakreu, qui considérait la révélation des mystères du ciel et de la terre comme une mission qui lui incombait, il brûlait d'envie d'éclaircir les orientations de fleuves et de montagnes. Il semble que ce qui attirait Susiakreu n'était pas seulement l'affaire, la foudre a tué les chèvres. 徐霞客晚年的西南万里峡征，他不仅仅想对祖国的西南地区进行旅游考察，其实他还有一个愿望，想到境外去做旅游考察。腾冲作为中国当时的边境地区，他首先要到达那个地方。那如果有可能再从那个地方出境去旅游考察。Avant d'entrer à Tongchong, il faut franchir le mont Gaoligong, d'une altitude de plus de 4000 mètres, une haute montagne de la chaîne Hangduan. Le sommet de cette montagne est couvert de neige alors qu'au pied la chaleur sévit. La couverture végétale se présente sous diverses formes. À l'époque, les ancêtres des Chinois avaient des difficultés à franchir cette haute montagne, mais aujourd'hui quelques minutes suffisent à un avion de passagers pour la franchir. Cette fois, notre équipe de tournage a pris l'autocar pour aller à Tangchong. Le long de la route Chine-Birmanie, notre autocar a traversé des tunnels et des vallées et il lui faut environ 1 heure pour franchir le mont Gaoligong. Ce sont les vestiges d'une tour de feu d'alarme de la dynastie des Ming au mont Gaoligong. Il y a 300 ans, Susiakreu est passé par là. Longeant ce chemin ancien réservé aux thés et aux chevaux, il est enfin arrivé à Tranchong. Dans son livre de voyage, il a écrit « En une seule journée, j'ai traversé le Lijiang impétueux et je suis monté au sommet du mont Gaoligong. Comment a-t-il pu effectuer un trajet aussi difficile et dangereux ?» Pour vérifier l'entreprise de Susiakreu, nous avons invité Din Hongzang, professeur de culture physique dans une école secondaire locale, à effectuer le trajet de Susiakreu.
Le sentier enlacé est tantôt montant, tantôt descendant. Dans son livre de voyage, Sucia-Creux a décrit les conditions géographiques naturelles des deux côtés, est et ouest du mont Gaoligong, et a noté en détail le relief de la vallée le long du chemin, les changements climatiques, l'écosystème, de la couverture végétale, des animaux et l'utilisation des terres. 这一系列的植物地理学、植物分类学的一些思想方法和概念，也比西方地理学早了150多年。 Dans cette configuration de basse latitude et de haute altitude qui a donné naissance au spectacle merveilleux du mont Gaoligong, vivre l'expérience de Sucia-Creux se poursuit toujours. Du matin au soir, tantôt le professeur courait, tantôt il marchait. Enfin, il a effectué le trajet parcouru par Sucia-Creux. On put imaginer qu'à l'époque, ce n'était pas facile pour Sucia-Creux, après une journée de voyage fatigant, de noter les divers phénomènes naturels. Quant à l'enquête sur l'affaire La foudre a tué les chèvres et à son voyage à Tangchong qui a duré plusieurs années, certains experts disent que Sucia-Creux a écrit tout cela en faisant référence aux œuvres de Yang Shen. Alors qui était Yang Shen? Voici le temple Chang'an au pied du mont de l'Ouest à Kunming. Dans le temple résonne un chant intitulé « Le fleuve Yangtze déferlant coule vers l'Est ». Peut-être beaucoup de gens ne savent pas que l'auteur de l'introduction du roman classique L'histoire romancée des Trois Royaumes n'est pas Luo Guanzhong, mais Yang Shen, que nous venons de mentionner. Yang Shen, alias Yang Cheng'an, était l'un des 3 grands lettrés sous la dynastie des Ming. Né en 1488 à Sindhu, dans la province du Sichuan, il est devenu à l'âge de 23 ans le lauréat des examens impériaux au plus haut niveau. En 1524, il a été déporté au Yunnan parce qu'il ne partageait pas l'avis de l'empereur Jiajing sur le problème du titre posthume du père de celui-ci. 嘉靖皇帝一登基以后，他是抱养的儿子，他老皇帝原来那个皇帝啊没有儿子，那他就是从叔伯的这个支系的抱养来的儿子。 他登基了以后呢，就要追封他自己的生父，为皇帝。那么这个是违反大礼的。这些大臣呢，都是忠实于朝廷的这些典章制度，所以他们呢就不赞成这样做，就跪着进谏。进谏呢，嘉靖皇帝就大怒，当场呢就把这些反对的人100几十个人 打屁股，其中一个姓毛的大臣呢，当场就给打死了。杨生安呢，他是年纪轻，所以呢没被打死，没被打死呢就被充军到云南。Au cours de plus de 30 ans où il vivait au Yunnan, il a écrit, à titre de fonctionnaire coupable, plusieurs ouvrages. Parmi eux, les annales de monts et de fleuves du Yunnan, les notes sur le Yunnan, le folklore du Yunnan.杨慎是一个广闻博记的人，在云南戍边的这几十年间呢，他把滇西的各个角落可以说都走遍了，并且呢，把所见所闻、事无巨细的都一一记述了下来。那么虽然处在不同的时代，但是我们前文也讲到了，徐霞客受到了杨慎很深的影响。那么徐霞客记述的是他来此地30年前所发生的事情。那么我们能不能从杨慎的某些著作和文字当中找到相关的信息呢？我们这一找啊，还真找到了。Aujourd'hui, on peut trouver des centaines d'œuvres de Yang Shen à la Bibliothèque nationale. Selon l'histoire de la dynastie des Ming, parmi les hommes de lettres des Ming, Yang Shen était l'auteur le plus prolifique.
Dans les notes sur le Yunnan, Yangshen dit « La première année du règne de l'empereur Yingzong des Yuan, soit en 1321, une pluie de fer est tombée, en brisant des habitations et des pierres de la montagne et en tuant des hommes et des animaux. » Alors est-ce que la pluie de fer est vraiment tombée du ciel? Est-ce qu'elle avait des liens avec la foudre qui avait tué des chèvres? On dit que Susiakreux avait lu un récit sur la pluie de fer. Pour éclaircir l'affaire, il est allé mener une enquête dans le lieu où s'était déroulé l'événement. Là, il a fait une découverte inattendue au mont Daying. Il a noté fidèlement le déroulement de l'affaire, la foudre a tué des chèvres, et découvert une espèce de pierre miraculeuse. Dans le voyage de Susiakreux, l'auteur a noté « La pierre au sommet de la montagne, d'une couleur ocre, est dure mais légère, ressemble à une cellule d'abeille quant à sa forme. Malgré ses grandes dimensions, on peut la tenir entre deux doigts. D'après Susiakreux, les pierres cellulaires étaient des restes laissés par le grand feu causé par la foudre qui avait tué des chèvres. Ce qui est étonnant, c'est que dans le voyage de Susiakreux, l'affaire « La foudre a tué des chèvres » s'arrête là. L'auteur n'a pas donné davantage d'explications là-dessus. Ce n'est pas normal, parce que Susiakreux voulait toujours connaître les tenants et les aboutissants d'une affaire. Nous essayons de trouver la réponse dans les écrits de Susiakreux. En consultant des dossiers, nous découvrons que beaucoup d'articles ont une ressemblance avec ceux de Yangshen. 应该说，徐霞客呢游历云南的时候和寻觅杨胜安的足迹应该有一定的关联。比如说，他游云南府啊，游洱海卫啊，游大理府啊，乃至于腾冲，都有寻觅杨胜安足迹的这样的一些迹象。Yangshen et Susiakreux ont parcouru presque tout le Yunnan. Mais pourquoi, 80 ans plus tard, Susiakreux a-t-il pu subir l'influence de Yangshen? 首先，他是社会名流，知名度很大；其次，他是大文化人；还有他在云南足迹广远，是旅游者；最后一点，他是正直的，但是又被朝廷、被政治排挤、打压的人士。这样呢，他跟徐霞客在灵魂深处，在思想上，在情感上就是契合的，就是相通的。所以徐霞客到了云南之后，就尽可能的去寻访他的遗迹，去凭吊他。可以说，面对着同样的一个自然景观，那么杨慎呢偏向于人文的情感，徐霞客呢更侧重于地理的情节。On dit que le musée du Yunnan conserve des manuscrits. Est-ce que dans ces manuscrits, y a-t-il des indices sur l'affaire La foudre a tué des chèvres? Dans les manuscrits, nous avons lu 2 poèmes dédiés au maître Miao Xing, composés par Susiakreux au mont Dizhou. Les poèmes n'ont rien à voir avec l'affaire La foudre a tué des chèvres, mais ils nous indiquent quand même une orientation pour rechercher la vérité du fait parce qu'ils mentionnent le mont Dizhou. Là, Yangshen et Susiakreux ont fait successivement un long séjour, rédigé les annales du mont Dizhou et laissé un grand nombre de poèmes et d'écrits. Où se cache la vérité sur l'affaire La foudre a tué des chèvres? Le mont Dizhou se trouve à 40 km au nord-ouest du chef-lieu du district de Binchuan, préfecture de Dali. La crête se prolonge, formant 3 pics, dont l'un fait penser à une patte de coq, en chinois, Dizhou. Le pic Tianzhu
point culminant à une altitude de 3320 mètres. Si vous montez au sommet, vous pouvez voir la salle d'or. Celle-ci est un édifice emblématique du mont Dizu. En 1631, le duc de Tien a fait transférer la salle d'or du palais Traihe à Kunming, au sommet du mont Dizu. Du sommet, on peut voir à l'ouest le lac Erhai, au mont Tangshan, et au nord, le mont enneigé Yulong. Bien qu'il y ait une distance de plus de 50 km entre eux, ils semblent être tout près. Le mont Dizu est le lieu de rencontre du bouddhisme chinois et du bouddhisme tibétain, et aussi le berceau de la secte Chan du bouddhisme. À partir du royaume de Shu Han, des temples ont été construits dans la montagne. Sous la dynastie des Trang, les temples ont accueilli les plus nombreux pèlerins. Le mont Dizu a regroupé beaucoup de lettrés. En hiver 1638, Susiakrö est venu pour la première fois au mont Dizu, en portant les cendres du moine Jingwen. Il est venu ici pour réaliser les dernières volontés de son ami Jingwen. Offrir au mont Dizu la Sutra Phahua, qu'il avait copiée de son sang. Avec l'aide des moines du temple Sitran, Susiakrö a mis les cendres de Jingwen dans un stupa nouvellement construit. Susiakrö a passé dans le temple de la montagne la 3e veille du Nouvel An depuis son voyage à l'ouest. À ce moment-là, le temple a organisé un rite sacrificiel. Huit mois après, Susiakrö a accepté une invitation d'un fonctionnaire du Yunnan pour rédiger les annales du mont Dizu. Il est monté pour la 2e fois au mont Dizu. Il y a fait un séjour de 6 mois dans le temple Sitan. Il y a un siècle, c'était aussi dans le temple Sitran que Yangshen et les moines du temple, pour tuer le temps, composaient et déclamaient des poèmes. Après avoir visité tous les sites du mont Dizu, Yangshen a rédigé les annales du mont Dizu. Or, un incendie a brûlé la moitié de ses manuscrits. Yangshen était obligé de s'arrêter pour écrire. Sur un mur délabré, il a écrit 2 vers. Après avoir bu un pichet d'alcool, tout le monde est ivre. Je prends tout seul le repas au pic enneigé du mont Tangshan. C'est la peinture qu'il brossait de l'état d'esprit de Yangshen à ce moment-là. Peu de temps après, il a quitté le mont Dizu. Par rapport à Yangshen, Susiakrö mettait plus de temps pour réfléchir sur son voyage et observer les choses. Dans son livre de voyage, nous découvrons un paragraphe qui remue l'âme. Derrière la salle du Bouddha Manjusri, au mont Dizu, se trouve un escarpement appelé Shushen. En bas, c'est une vallée étroite et profonde, appelée Shushen. Le pic de l'Est, près de l'escarpement Shushen, est parallèle à celui-ci. Ils sont reliés par un prolongement étroit qui évoque un doigt que le pic tend vers l'escarpement. Cet endroit dangereux n'a pas été mentionné dans les œuvres de Yangshen. Après l'avoir observé avec soin, Susiakrö a pris une décision étonnante. Face à un endroit dangereux, en général, les gens reculent, mais Susiakrö le considérait comme un site merveilleux. L'endroit qui relie l'escarpement Shushen est une dépression profonde que Susiakrö a descendu avec difficulté. Au Yunnan, le vent est fort, ce particulièrement au col de la montagne. Susiakrö marchait à l'aide de mains et a réussi à franchir la dépression. Après, il a écrit « C'est un bonheur que je n'ai pas sacrifié ma vie à l'escarpement Shushen ». Shushen signifie en chinois « se sacrifier ». Son action audacieuse était si étonnante que son domestique du nom de Gu, qui accompagnait son maître dans tous ses voyages, n'avait pas l'audace de le suivre. 他走到一个地方要观察，徐霞客要观察这个地方，他就不怕，他就不在乎那个你走不走得动啊，能不能走啊？他说什么都他能够去，别人都不能去了。那个谁呀、那个顾仆了，他哪有这个兴趣啊？
Il ne faut pas négliger qu'à l'époque, Susiakreux était un vieillard malade. Or, son esprit consistant à explorer les curiosités et s'arrêter à chaque endroit dangereux n'a pas été affaibli. Les voyages de Yangchen et de Susiakreux au mont Didou ont laissé à la postérité des œuvres brillantes. Mais où est la vérité que nous cherchons dans l'affaire « La foudre a tué des chèvres » ? Selon les dossiers historiques, 50 ans après la mort de Yangchen, l'affaire curieuse de la foudre a tué des chèvres a eu lieu à Trongchong où il avait été déporté. Encore 30 ans après, Susiakreux a noté cette énigme naturelle, après avoir fait une exploration sur place. On dit que lorsque Susiakreux, alors vieilli, est retourné chez lui, il préférait jouer avec une pierre curieuse qu'il avait trouvée à Trongchong et qui était un témoin de l'affaire « La foudre a tué des chèvres ». Limité par ses conditions physiques, Susiakreux n'a pas pu en faire une analyse et donner une conclusion concrète. Au lieu de lancer une hypothèse audacieuse, il a choisi de rapporter cette énigme dans son pays natal pour qu'elle l'accompagne au cours des dernières années de sa vie. En fait, la pierre cellulaire que Susiakreux a ramenée chez lui est de la roche volcanique. 笔真的把它记录下来了。但它没有说出来，这个就是火山。实际上面画龙点睛，按照现在科学一点，这个就是火山。 L'affaire La foudre a tué des chèvres est le seul compte-rendu sur l'éruption volcanique rapporté dans le voyage de Susiakreux. Il a été publié 70 ans plus tôt que l'exploration du Vésuve par l'italien Mollo. Et la pluie de fer pourrait être des cendres émises par le volcan. Ce qu'ils ont noté tous les deux était en réalité un événement lié à l'éruption volcanique. Aujourd'hui, Trongchong a 97 cônes volcaniques de l'ère néozoïque, ce qui l'a placé au premier rang national quant à son nombre de cônes volcaniques. En été 1638, Susiakreux a pris le bateau pour aller depuis le lac Tianche jusqu'au temple Yangtaishi, soit l'actuel temple Cheng'an, pour rendre hommage à Yangchen. Après avoir pris le repas dans le temple, Susiakreux a fait un voyage au mont Taihua et a écrit le voyage du mont Taihua. On peut dire que le point de départ du voyage de Susiakreux dans le Yunnan était le temple Cheng'an. Aujourd'hui, on a construit une salle commémorative de Susiakreux près du temple Cheng'an, à l'endroit où Susiakreux avait logé, au mont Taihua. Les deux brillants lettrés, qui avaient un écart d'âge d'un siècle environ, sont devenus maintenant des voisins. Les curiosités de paysages naturels sous la plume de Yangchen et les mystères naturels explorés par Susiakreux ont permis à ces deux hommes de contribuer à la culture chinoise. Aujourd'hui, ils sont toujours adorés des contemporains. Le temps passe comme une flèche. Une inscription sur un pilier attire les visiteurs. Yang, lauréat aux examens impériaux, excelle à écrire, et Susiakreux est spécialisé dans la géographie. 两个人看起来呢，无论是自己的经历还是自己所追求的东西，似乎都不大一样。但是我们却依然从这不一样处看到了两个人所表现出来的中国文人身上所特有的那种气质。可以说，杨慎是用笔墨，是用文字来反思事情；徐霞客呢，则是用脚、用笔去记录山川河流，而同时呢，又恰恰透露出来了非常难得的科学启蒙阶段的思考以及他的种种困惑。
Voici une boîte utilisée au début du printemps dans le palais impérial pour porter la pâtisserie. Le caractère chinois printemps en rouge véhicule le vœu du bonheur dans l'ambiance noble. Le savoir-faire que cette boîte représente est l'unique art des 8 merveilles de Beijing qui ne soit pas diffusé hors de Chine jusqu'à nos jours. Le lac sculpté est l'art qui consiste à enduire de la laque un support puis à le sculpter. Ce savoir-faire, qui a fait son apparition sous les Tang et les Song, a une histoire de plus de 500 ans derrière lui. Le processus de confection est très complexe. Généralement parlant, il peut être divisé en 5 étapes qui sont le design, la confection du support, le laquage, la sculpture et le polissage. Chacune des étapes est exécutée par des artisans spécialisés. Comparé aux autres savoirs des 8 merveilles de Beijing, le lac sculpté nécessite sans doute le temps de préparation le plus long. Ce temps commence avec la confection du support. Du support dépend la forme du futur objet. Quand le support est confectionné, il est envoyé à l'atelier de revêtement de fond. Le revêtement de fond signifie une couche de mixture d'huile, d'aleurite, de farine de blé et de chaux blanche appliquée au support. À l'issue de cette induction, on enveloppe le support dans de la gaze. L'application de la laque au support est essentielle à la confection du support. On dilue les colorants dans la laque pour obtenir les différentes couleurs de laque. Mais les chefs-d'œuvre de laque parvenus jusqu'à nos jours sont essentiellement de couleur vermillon. La couche de la laque de finition de couleur vermillon contient du cinabre, qui est très précieux. Cette couleur fut aussi la couleur favorite de la famille impériale et de l'aristocratie. Un lac sculpté nécessite une épaisseur de laque enduite de 15 mm au moins pour que la sculpture puisse être entreprise. Or, pour obtenir 1 mm d'épaisseur de laque, il faut enduire de laque le support 17 fois. C'est pourquoi le laquage nécessite au moins 3 mois de travail, parfois plus de 6 mois. Le frottement du support du lac, à l'aide de la soie, demande beaucoup d'efforts physiques. On raffermit ainsi la laque. Ce travail dont dépendra la régularité du dessin demande à la fois de l'adresse et de la force physique. On donne quelques coups de brosse pour que la laque pénètre dans les infimes cavités et pour que sa surface devienne parfaitement lisse et plate. Cette statuette de danseuse à luth a été enduite de dizaines de couches de laque vermillon, mais elle n'est qu'à mi-chemin des travaux. On ne peut commencer à sculpter que lorsque la laque atteint une certaine épaisseur. Quand une couche de laque est appliquée au support, on rentre ce dernier dans le local pour le séchage, et cela se renouvelle. Pour s'assurer une humidité adéquate, on doit y pulvériser de l'eau tous les jours. Ce plateau fleuri de 50,8 cm de diamètre a nécessité plus de 500 couches de laque pour obtenir l'épaisseur requise pour sculpter en creux les fleurs au centre du plateau. Enduire, sécher, enduire à nouveau. Ces opérations menées jettent une solide base à la réussite des fleurs splendides qui y seront sculptées.